Il y a Michel Henry, un philosophe, qui disait que Marx était un chrétien. Qu'en pensez-vous? Alors, de tous les universitaires, Michel Henry est probablement un des moins malhonnêtes et un de ceux qui a le mieux compris, mais il l'a compris de l'extérieur. Alors, on a de nombreux textes de Marx et de Engels sur le christianisme, sur le Christ radical, mais là, alors, c'est un champ gigantesque, parce que il y a le Christ des églises, et il y a le Christ radical vrai. Le Christ radical vrai n'a pas fondé une église institutionnelle pour qu'à la droite de l'empereur, l'idéologie de la soumission se répande sur le monde. Le Christ a fondé une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée de combat pour l'amour de l'être. Et le Christ n'a pas voulu participer à aucun des royaumes du monde de la marchandise. Il nous appelle au dépassement radical. Et le Christ nous dit, à bas le temple de la marchandise, vive l'amour de l'être. Et c'est pas un hasard si toutes les insurrections paysannes du Moyen-Âge voulaient établir la rayonnance du Christ sur la terre en détruisant l'argent et en détruisant l'État. Donc vous avez un très beau texte de Engels qui s'appelle « Les origines du christianisme primitif », qui est un texte qu'il a écrit en 1898, donc c'est la fin, et vous avez de très beaux textes de Marx sur le christianisme dans les années 1843-44 dans la Nouvelle Gazette rhénane. C'est du début à la fin une vision, si vous voulez, il y a une opposition radicale entre le Christ, le judaïsme et l'islam. Le Christ n'a pas fondé une religion, il a appelé à l'insurrection de l'être. La Torah de servitude reproduit la valeur d'échange, et la Houma reproduit une Torah simplifiée à l'usage du plus grand nombre. Mais il y a une opposition radicale entre le Christ et toutes les religions. Parce que bon, le judaïsme, le Christ dit, ah bah, le Coran, il le dit par avance, mais c'est à bas le taoïsme, à bas le bouddhisme, c'est-à-dire que toutes les confréries religieuses sont des lieux de soumission qui viennent administrer la génuflexion des hommes devant l'appareil d'État, et toujours par rapport à une réalité extérieure qui vient les opprimer. Le Christ dit, la seule chose, si vous voulez, vous prenez toutes les religions, c'est tu feras, tu feras pas, tu feras, tu feras pas, tu feras, tu feras pas. Le Christ dit, je vous dis pas ça, moi je vous dis, sois en l'amour de l'être, point final. Donc c'est très subversif. Une question dans la même veine. J'ai souvent vu que Karl Marx était un juif antisémite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, il est pas juif, parce qu'il se pose la question d'abord de l'universalité. Si vous voulez, je dis souvent, et c'est ce que Marx et Abraham Léon nous ont appris, il n'y a pas de juifs au paléolithique. Dans les communautés chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas de juifs. Quand le phénomène juif apparaît dans l'histoire, dans le cadre de la révolution néolithique de la valeur d'échange, sur les terres du croissant fertile, là où se créent des structurations agraires qui vont nécessiter des structurations commerciales. Et Marx nous dit, le judaïsme, c'est effectivement une structuration idéologique qui vient épouser le mouvement de la valeur d'échange. D'ailleurs, Attali dit la même chose pour le justifier dans l'histoire des Juifs. Il dit les Juifs ont toujours eu un rapport très privilégié à l'argent pour le bien de l'humanité. Marx lui dit pour l'oppression universelle. Mais Marx fait une critique radicale du judaïsme, une critique radicale de toutes les religions, mais il le fait pour les êtres humains juifs. Parce qu'il leur dit, votre relation totémique à la Torah de servitude vous coupe de votre propre universalité. Il dit la même chose pour l'islam. Un homme juif ou un homme musulman, c'est quelqu'un qui, dans le rapport au texte, dans le rapport à l'obligation des mitzvot ou des commandements, est écrasé par la loi de servitude. Et il ne peut pas y avoir d'illumination amoureuse au cosmos de la Terre. Donc ces gens-là sont malheureux, dit Marx. Et ma critique radicale du judaïsme, ma critique radicale du coranisme, c'est parce que je veux que mes frères humains emprisonnés en ces histoires trouvent la destination de l'émancipation en la vraie joie de vérité. Pour en revenir à la lutte des classes, parce que ça me paraît plus important dans votre pensée, il me semble qu'on peut dire en bref que la guerre de 14 a servi d'assassiner la classe paysanne qui était en surnombre, la Seconde Guerre mondiale de tuer aussi, disons, une classe ouvrière qui était aussi en surnombre,
il me semble qu'à l'heure actuelle, on est dans une crise de surproduction médiatique, puisqu'en fin de compte, tous les bobos, on se retrouve avec Internet, des tonnes de produits qui étaient inimaginables dans les années 70. Donc on est dans un état de surproduction. Moi, il me semble que... Enfin, quel est votre avis par rapport à la possibilité d'une troisième guerre mondiale qui pourrait être de type hybride, c'est-à-dire d'un moyen de se débarrasser physiquement de justement ces bobos qui sont maintenant inutiles par rapport à la crise de surproduction médiatique, puisqu'en fait on s'aperçoit que les produits médiatiques hollywoodiens sont de plus en plus merdiques. Alors la crise de surproduction n'est pas une crise de surproduction humaine ou matérielle, elle est les deux. C'est-à-dire que ce soit la guerre de 14 ou que ce soit la guerre de 39-45, on détruit le prolétariat en surnombre, mais on détruit aussi des tonnes et des tonnes de marchandises matérielles en surnombre. Donc, si vous voulez, la crise de surproduction, elle est à la fois marchandises matérielles et marchandises humaines, puisque nous sommes devenus des marchandises. Nous sommes des matérialités humaines marchandes. Donc la crise, quand elle atteint son paroxysme et que la saturation du marché est totale et que les phénomènes bancaires ne peuvent plus suppléer, parce que si vous voulez, il y a une économie du crédit qui rend impossible le crédit de l'économie à un moment donné, parce que la production éléphantiasis du crédit, à un moment donné, elle bute sur elle-même. C'est-à-dire quand les gens vous disent « Ah bah avec le crédit, ça peut continuer longtemps, ça peut... » Non. Le crédit, comme chimère, est relié à une matérialité. Donc le crédit ne peut pas être un élastique éternel, bah, le capital sera en crise éternelle, ça marchera toujours avec un élastique, il y aura toujours du crédit. Non. Le crédit, à un moment donné, il retrouve son juge, qui est la contradiction matérielle de la baisse du taux de profit dans les possibilités et les impossibilités de reproduire la réalité matérielle rendant possible la réalité immatérielle du crédit. Donc à un moment donné, ça pète. Mais ça pète pour liquider les marchandises humaines et ça pour les marchandises matérielles. Mais votre truc sur les bobos, je ne suis pas d'accord, parce que les bobos ne sont pas une classe. Même si vous avez des milliers de bobos dans les métropoles de la désolation narcissique du capital, même s'ils déambulent avec leur misère, si on les voit, ils n'existent pas historiquement. Le problème du capital... Ils sont une classe prolétaire aussi bien que non. Le mec qui bosse dans un atelier publicitaire, c'est pas un prolétaire. Il produit pas de plus-value. Ben, à l'heure actuelle, et si on suit le spectacle de Bordien, c'est la racine contraire de la marchandise. Mais non, parce que justement, alors là c'est très compliqué, il nous faudrait des heures. Il y a un concept clé dans le capital qui est le concept de travail productif. Il y a des travaux qui sont productifs parce qu'ils produisent une valeur, et il y a des travaux qui ne sont pas productifs et qui ne produisent pas de valeur. Mais le gros problème du capital, c'est que plus l'espace de la circulation de la domination réelle est en mouvement, plus il a besoin des secteurs improductifs. La publicité est totalement improductive dans le cycle de valorisation du capital. Mais elle est devenue un faux frais absolument nécessaire pour développer la circulation. Et c'est pour ça que le capital est de plus en plus en crise, parce que les secteurs improductifs étaient très réduits en domination formelle, et ils sont de plus en plus étendus en domination réelle. Mais il n'y a que deux classes, le prolétariat et la classe capitaliste, mais toutes les couches bobos des villes, techniciens informatiques, publicitaires, chanteurs, tout ce que vous voulez. Une troisième guerre mondiale pour s'en débarrasser. Mais non, et le capital ne veut pas s'en débarrasser. Le capital n'a qu'un ennemi. Le capital n'a qu'un ennemi, c'est le prolétariat. Et là, j'ai un ricochet par rapport à une discussion qu'on avait tout à l'heure. Il y a des gens qui, ne voyant pas venir la grande radicalité finale, sont prêts à se compromettre avec les agencements géopolitiques du capital. Oh, finalement, tel dirigeant c'est mieux. Oh, finalement, les Russes c'est mieux que les Américains. Mais bon, ça c'est bien, par temps calme, quand vous choisissez un gang capitaliste que vous trouvez plus sympa qu'un autre. Mais par temps agité, qu'est-ce qui se passe ? Quand le prolétariat hongrois, en 1956, s'est insurgé pour la commune de Budapest, Eisenhower a téléphoné à Khrouchtchev et lui a dit « Ah ben, on est en conflit sur des tas de trucs, Vietnam, etc., mais quand le prolétariat bouge, la bourgeoisie stalinienne et la bourgeoisie américaine, on est copains, donc tu me flingues les communards de Hongrie en 1956. Donc dites-vous bien que quand le prolétariat va se manifester, toutes les classes dirigeantes, les Russes, les Chinoises, les Américaines, les Françaises, les Népalaises, tout ce que vous voulez,
feront le gang de l'union sacrée internationale du capital pour écraser le prolétariat. Tout État est notre ennemi, toute classe capitaliste est notre ennemi. Tous ceux qui se déchirent pour des marchés ou des agencements capitalistes entre eux feront l'unité pour nous fusiller. Donc, ayez la boussole de longue durée. Alors moi, je voulais juste rebondir sur la fin. Le capital, dans son environnement, s'auto-saborde, tout en reprenant de plus en plus de prolétariat. Mais vous venez de le dire, ce capital est capable de s'allier très vite pour écraser le prolétariat. À partir de quand le prolétariat, lui, sur des cultures différentes, pourra s'unir contre le capital? Alors, le prolétariat ne va pas s'unir sur des cultures différentes. Il va s'unir sur des cultures dépassées. Le centre de la révolution mondiale, c'est l'Europe. Non pas parce que Marx était un européocentriste, parce que l'histoire mondiale a fait production en Europe, et uniquement là, des expériences radicales les plus subversives, la Commune, mai 68, l'insurrection spartakiste en Allemagne, l'insurrection des soviets avant que les bolcheviks les écrasent. Les grandes tempêtes révolutionnaires du monde sont nées en Europe parce que, historiquement, compte tenu de toute une série de déterminations historiques, il n'y a que là que la conscience subversive radicale a surgi. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand les prolétaires d'Europe migraient ou aux États-Unis ou en Argentine, par exemple, il y avait des groupes ouvriers radicaux. Aux États-Unis, au début du siècle, vous aviez les IWW, les Industrial Workers of the World, qui étaient des groupes ouvriers radicaux constitués d'Allemands, d'Irlandais, de Belges, qui n'étaient pas encore devenus des Américains, qui étaient encore des restes d'Européens. Il y avait donc des mouvements radicaux pour l'abolition du salariat. En Argentine, il y avait un mouvement qui s'appelait la Fora, où il y avait effectivement des ouvriers qui se battaient sur une base radicale. Mais la génération suivante, dans le temps immobile américain de la marchandise réalisée, ça disparaît. Donc le point central de la révolution mondiale, ce sera l'Europe, qui est le point technologique de la crise du taux de profit le plus intensif dans le développement de la crise du capital, et c'est en même temps le point de la mémoire ouvrière radicale le plus intensif. Et c'est parce que ça pètera en Europe d'une manière radicale et décisive que, par extension successive, il y aura en Afrique ou en Asie des éléments de surgissement radicaux. C'est pas en Algérie ou au Japon que, compte tenu des histoires concrètes, le mouvement de la radicalité anti-État et anti-argent va survenir en premier. Il y aura des phénomènes d'extension et de contagion qui feront que ça partira d'Europe, non pas en Europe, parce que ça me fait plaisir de dire en Europe. Dans la Nouvelle Gazette rhénane, en 1848, après la Révolution, Marx disait « Toute fraternisation dans le vague est un non-sens. Il y a des peuples historiques et il y a des peuples non historiques. » Par exemple, au moment de 1848, les Polonais et les Hongrois sont dans une histoire radicale, les Croates dans une histoire réactionnaire. Tous les peuples, devant le tribunal de l'histoire, ne sont pas équivalents, parce qu'il y a des consciences historiques qui se sont faites, et il y a des consciences historiques qui ne se sont pas faites. Et quand on parle par exemple du Japon, le Japon n'a pas eu besoin de recourir à la main-d'œuvre immigrée pour casser le développement des grèves sauvages, il n'y en a pas. Le Japonais est tellement passif dans son anthémie pathologique historique, il n'y a pas de grève sauvage. On ne fait pas venir des immigrés au Japon, il n'y a pas besoin. Par contre, en France, après 68, alors là, toutes les entreprises ont voulu chercher au sud de la Méditerranée une main-d'œuvre, comme le disait Bouygues, docile et compétitive. Donc la révolution débutera en Europe. C'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose de décisif, parce que j'en reviens à Marx, le centre de la révolution mondiale, c'est l'Europe, mais le centre de la révolution européenne, c'est la longue histoire des luttes de classe radicales du prolétariat de France. Pour ça que les Gilets jaunes, c'est un indicateur d'extrême radicalité pour les temps qui viennent. Une part importante de l'histoire mondiale va se jouer quand le fameux en soi qui va devenir un pour soi va ouvrir le nouvel assaut des luttes de classe de ce qui s'appellera plus les Gilets jaunes, parce qu'à un moment donné, le mouvement des Gilets jaunes, dans sa composante réformiste errante, va s'auto-abolir pour produire une conscience radicale.
Alors, ce que je vais poser comme question, ça peut paraître un peu hollywoodien, mais la classe capitaliste qui prend conscience de ça, du fait que l'Europe sera l'endroit d'où la révolution va partir, est-ce que ça peut pas être le risque qu'elle décide à un moment de faire de l'Europe un immense cratère pour tuer une bonne fois pour toutes la lutte de classe? Alors bon, ça c'est... Je vais être aimable et aidant. Et je vais vous dire, vous n'avez pas lu assez Marx, parce que justement, cette histoire de science-fiction, du cataclysme nucléaire dans une zone donnée, ça ne correspond pas à la loi de la baisse du taux de profit et aux nécessités. Si vous voulez, les romans fiction sur « ils font tout péter, il n'y a plus rien », ça ne correspond pas à la matrice objective de la rentabilisation du profit. Et Marx explique, parce que ça existe déjà depuis le XVIIIe siècle. Hein. Déjà depuis le XVIIIe siècle, on a toute une série de canevas romanesques qui nous parlent du grand vide, de la grande explosion, du grand incendie, du grand nettoyage. C'est un invariant de la littérature angoissée. Mais ça ne correspond pas à la réalité du capital. Et ça ne se passera jamais comme ça. Mais une redite de la commune de 56, où des puissances... insurrection du prolétariat. Ah oui, d'accord. Je croyais que vous me parliez d'une explosion comme ça. Ah non, mais pour exploser l'insurrection du prolétariat. Ah bah oui. Et il faut bien comprendre que plus les luttes de classe sont radicales dans le temps qui vient, plus c'est explosif. En 68, il y a eu une réappropriation énorme de la radicalité par rapport à ce qu'avait été 36. On a eu un 36-37 extrêmement radical en Espagne, à Barcelone. Mais Barcelone, vu le développement historique du capital, c'était le point terminal de la vague révolutionnaire des années 20 en Allemagne et en Russie. L'Espagne était très archaïque dans son développement. Donc elle a connu en 36 ce que les autres avaient connu en 22. Et en France, en 36, on a eu finalement quelques groupes radicaux, mais le Front populaire du capital et les syndicats et la gauche du capital ont assez bien enfermé les ouvriers dans les usines. Les ouvriers ont été enfermés dans les usines et il n'y a pas eu de radicalité parce qu'en plus on les a enfermés dans l'antifascisme en leur disant bon, l'issue du truc c'est que tu vas aller faire la guerre pour la liberté. Donc le mouvement a pas... Mais en 68, on a retrouvé les textes de Malatesta, de Rosa Luxembourg, de Marx, il y avait des comités d'occupation. Les gens, il y a eu en 68 une véritable ébullition. Et là, on ne l'a pas eu parce que ça a été chloroformé par la pollution des bobos métropolitains, et puis ça a été chloroformé par toutes les conneries réformistes néo-proudhoniennes à la RICANC. Mais le prochain assaut, lui, il ne va pas être là-dedans. Et le prochain assaut va faire très peur. Et ils ont déjà eu très peur. Je vous rappelle que le 8 décembre, il y avait un hélicoptère prêt à externaliser le larbin de l'OTAN. Donc, ils ont eu très peur. Et la prochaine fois, ça sera beaucoup plus radical, beaucoup plus pesant. Donc, c'est ça qui va être décisif. J'ai une question. Oui. Qui va peut-être vous paraître simpliste quand j'entends. Moi, je voudrais savoir quelle devrait être la base, selon vous, de tout apprentissage à l'école fondamentale. Parce que l'école primaire, quand je vous entends, je me dis qu'est-ce qu'on nous raconte comme conneries? Et donc, outre la formation des enseignants qui devrait être haute, quelle est la base vraiment de tout apprentissage pour des enfants qui ont entre 2,5 et 12? L'éducation nationale, c'est pire que la police nationale. Les flics vous matraquent avec une matraque externe. Les enseignants vous matraquent avec une matraque interne. Si vous voulez, la fabrication du crétinisme de la marchandise a supposé qu'on passe de l'instruction à l'éducation. C'est-à-dire que moi je relis les lettres de ma grand-mère qui avait à peine le certificat d'études. J'ai été enseignant avant d'ouvrir mon cabinet de philo-analyse. Les copies des licenciés, des maîtrisés ou même des masters, mais c'est à se tordre de rire. Même moi dans les années 60-70, quand on faisait par exemple une dissertation d'histoire, si on faisait une faute en histoire de français, on nous la comptabilisait comme... Là, j'ai rencontré dernièrement des gens qui, pour le bac, m'ont dit, alors là, maintenant, on nous dit notez sur 25. Hein. Notez sur 25. Donc, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que on est dans un bain culturel d'aliénation totale. L'ignorance, c'est la force, dit Orwell. L'ignorance, c'est la force. Donc, il faut crétiniser
massivement les populations, et ça a commencé par cette connerie de la méthode globale qui n'est pas un raté hasardeux. Nous savons depuis les Grecs qu'il y a un corpus logique qui avance du plus simple au plus complexe. Je commence de la lettre, je fais des corps de mots, je fais des mots et j'avance. Et il y a une analyse dans l'espace qui correspond au développement de mon logos, dans mon cortex. À partir du moment où j'ai construit des crétins à écran, mais des crétins à écran, les mots étaient des écrans. Donc j'ai construit un truc qui fait qu'aujourd'hui, alors je dis aux gens lisez, lisez. Alors il y a ceux qui sont vraiment flemmards, qui ne peuvent pas lire, mais il y a des gens qui physiquement reçoivent presque une douleur à lire dans leur intériorité, parce qu'ils n'ont plus le cerveau pour lire. Donc il faut bien comprendre que le capital a besoin de techniciens rentables, mais il a besoin d'ignards historiques. Donc au fur et à mesure que l'informatique, les mathématiques, tout ce qui est rentabilisation a été développé, on a tué l'histoire, on a tué les généalogies, on a tué tout ça parce que c'est subversif l'histoire. Même l'histoire réactionnaire dans un lycée réactionnaire, ça vous donne un cadre que vous pouvez renverser. Donc il ne faut pas qu'il y ait de cadre, il faut que les gens soient totalement ignares et abrutis dans un hors-sol absolu. Ils sont face à eux-mêmes dans le narcissisme purulent de leur déshérence, et il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc si vous voulez, dans une communauté, on l'a vu, parce que les communautés communistes n'avaient pas d'école. Les enfants sont au milieu des parents, et puis il y a un bain d'émotion, de tendresse, de savoir, d'intelligence. Les petits Sioux et les petits Cheyenne, il n'y avait pas une école Sioux, une école Cheyenne. Ils apprenaient l'intégralité de ce qu'il fallait. C'est pareil pour les Celtes, c'est pareil pour les Germains. Donc, si vous voulez, le passage à la civilisation est une régression historique. La civilisation kivis, dressage. La civilisation, ça veut dire dressage. Kiwis, ça veut dire endoctrinement. Donc, à partir du moment où vous avez aujourd'hui la civilisation de l'ordre marchand, vous avez l'éducation mondialiste de la marchandise totalitaire, et il faut fabriquer des crétins absolus. Donc les gens ne savent plus rien sur rien. Et quand quelqu'un ne sait plus rien sur rien du passé, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, c'est quoi? C'est une merde marchande qui était aisément manipulable. J'aurais voulu revenir à la racine un peu de ce dont vous parlez, c'est-à-dire vous parlez du logos comme immanent. Et moi, j'aurais voulu votre avis sur le fait qu'en fait, ça s'oppose frontalement à la doctrine chrétienne. Le logos n'est pas immanent, il est transcendant. Vous connaissez bien sûr le prologue de Saint Jean. Au début était le Logos, et le Logos était Dieu, et Dieu était dans le Logos, et il a vécu parmi nous. Oui, j'ai la version en grec. En grec, c'est enarché. Et enarché, c'est pas le début. Le début, non, ça c'est un sens second. Dans la racine grecque, arché, c'est le principe. Et après, ça vient, dans l'évolution de la langue grecque, c'est l'origine. Pour les Grecs, il n'y a pas de commencement. Non, mais disons que Saint Jean n'est pas grec. Il essaie. Je vous laisse terminer, je vous répondrai. Saint Jean essaie juste de témoigner de la bombe nucléaire métaphysique auquel il a assisté pour des gens grecs qui n'ont pas, à qui Saint Paul n'a pas réussi à faire comprendre. Et donc lui, il les explique avec ces mots-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez une version transcendante amenée par le Christ, et vous parlez comme présupposé d'un logos immanent, et c'est pas un mystère, parce que vous parlez de Marx, Hegel, mais si on revient en arrière, Hegel, Spinoza, Descartes, et on est sur les Rose-Croix, en faisant la marche arrière. Et donc on est sur un immanentisme, un monisme, qui revient bien plus en arrière, et la dialectique, en fait, que vous présentez vous, en fait, c'est la dialectique aussi primordiale entre Dieu et Satan. Alors, en grec, c'est enarché, en-ologos. Enarché, ça veut dire en la substance, en le principe. Et arché, archéologie, premier, les origines, c'est un sens second. Le sens premier en grec, arché, c'est le principe. Et d'ailleurs, le Christ a tellement réalisé l'immanence
qu'il a tué toutes les transcendances pathologiques antérieures en s'incarnant. La transcendance coranique et la transcendance judaïque sont dans l'incapacité absolue d'accueillir l'immanentisme du Christ. Il est impossible que le divin s'incarne. Or, le Christ, par son incarnation, vient nous dire « le divin n'est pas là-haut ». Ça n'est pas un principe premier qui déterminerait la réalité seconde. Le divin est en la chair, et la chair a accueilli le divin, et le Père, et là on est dans une triade hegélienne. Le Père, la source, l'en soi, est sorti de lui pour s'incarner en le Fils, en montrant qu'il y a donc une immanence entre le divin et la chair, et le divin qui s'est incarné en la chair retourne à lui en la Pentecôte, en l'esprit, en 3 temps. Et ces 3 temps, c'est l'immanence. Il n'y a pas de... la rupture radicale entre l'ancienne alliance et la nouvelle rencontre, c'est précisément ce blasphème absolu pour un transcendentaliste. Le Christ vient nous dire, le divin s'incarne. Il rompt la césure entre la transcendance du haut et la non-transcendance du bas, et dit tout ça est aboli. Il y a un même être qui est l'être d'amour universel, et puisque l'être d'amour universel existe, Dieu ne peut pas être une extériorité au monde, c'est ce que dit Hegel. Dieu n'est pas l'autre du monde, comme le croient les juifs, les musulmans et d'autres. Dieu est le mouvement même de l'amour du monde. Il tue la transcendance aliénatoire, parce qu'après il y a une transcendance immanentiste, puisque dans cette immanence, il y a quelque chose qui dépasse l'ordinaire servilité des choses. Mais il faut bien comprendre qu'entre la paralysie verticaliste de l'Ancien Testament et tout le substrat vétérotestamentaire de l'au-delà du monde, le Christ vient nous dire, mais non, 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 il n'y a rien là-haut, tout est ici. Vous faites de la religion chrétienne un moniste, si je comprends bien. Mais le Christ n'a pas fondé une religion. Le Christ, ce que vous appelez la religion chrétienne, vous pouvez prendre les évangiles dans leur texte grec sous toutes les parties que vous voudrez. Le Christ n'est jamais venu fonder une religion en disant voilà, je viens vous commander de faire ça, de faire ça, de faire ça. On va créer un appareil. Cet appareil sera un appareil d'État. Il y aura des administrations, des évêques, des cardinaux. Vous aurez le Je vous salue, vous aurez le Notre Père. Tout ça, c'est une construction administrative des appareils d'État qui ont voulu effectivement rendre le message subversif du Christ compatible avec l'ordre. Le Christ est apparu au moment d'une crise radicale du monothéisme juif et du paganisme ancien. Il est arrivé à la confluence de ces deux crises. Et il a aboli le paganisme et il a aboli le judaïsme. Et il vient pour dire, non pas on occupe la même boutique de transcendance, c'est on abolit la boutique de transcendance. Et il n'y a plus de religion. La religion, c'est le religiosus. On relie ce qui est délié. On relie ce qui n'est plus en communication. Il n'y a pas de religion dans les communautés traditionnelles. Si vous allez à Lascaux, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'art. Les gens qui ont peint, c'est des chasseurs. Il n'y a pas un spécialiste de peinture. C'est les chasseurs qui eux-mêmes peignent. Et ils n'adorent pas un principe extérieur dans une religion. Ils aiment l'immanence de leur réalité d'amour. Et le Christ vient nous dire, le fameux sermon des béatitudes, l'amour absolu, point. Ils ne font d'aucun appareil d'État. Et quand il dit à Pierre ce qu'il lui dit, bah, puisque je vais partir, tu prends le relais. Mais il lui dit pas, tu prends le relais pour construire un appareil étatique avec des administrations, des évêchés, etc. Donc il y a le message radical du Christ et il y a ce que l'État romain en crise va en faire en créant cette religion chrétienne avec Constantin et Théodore. Ah bon, on n'est pas d'accord du tout. Ah mais c'est pas un problème d'accord, si vous voulez. Moi je vais... C'est-à-dire que sur les premiers textes chrétiens, moi je les lis en grec et je vois qu'il y a une falsification du grec au romain. Ils sont juste, ils parlent juste en araméen, donc déjà il y a une... Non. Ah si, les 12 apôtres sont des la Galilée est totalement hellénisée. Le Christ passe des heures, des journées, des très très longtemps en Galilée. Et les Galiléens sont hellénisés. Le Christ parle l'araméen et le grec. Ouais, c'est vrai ça. Oui. Et d'ailleurs, quand le Christ parle du Dieu, suivez le chemin des 12 apôtres, vous allez voir que l'essentiel des apôtres, c'est sur le domaine part.
Enfin bref, c'est un Non, mais détail. Pardon, je me permets. Juste un mot. Je me permets Quand le d'interrompre Christ- juste un instant. On va éviter comme ça les discussions. Vous posez une question, on y répond. Après, par contre, si vous voulez discuter avec Juste M. un mot. Cousin sur ce Ouais. genre de choses, vous le faites Juste un autour mot. d'une bière à l'étage. Les Israélites n'ont même pas le droit de nommer la transcendance. Ils disent Hachem. Ils disent même pas Yahvé, c'est interdit. Ils disent Hachem. Et le Christ abolit cette transcendance d'une manière insupportable. Il appelle le divin Abba. En araméen, Abba, vous savez ce que ça veut dire, Abba? Ça veut dire source de vie, paternité. C'est-à-dire que il père, mais père, un hébreu classique ne peut pas dire père. Il tue cette transcendance. Il nous dit l'amour est là dans votre chair. Il n'y a plus la séparation entre le ici et le là-haut. Et c'est pour ça que la formule de Hegel est fantastique. Il dit, pour les Juifs, Dieu est l'autre du monde. Dieu est l'autre du monde. Jésus est venu nous rappeler que le divin est le cœur du monde. Donc le divin n'est pas l'autre du monde, mais il est le cœur du monde, et il est le cœur de notre cœur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été crucifié, parce qu'il a tellement tempêté contre l'imposture de l'autre du monde, qu'on lui a dit que cette subversion était insupportable. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché la fracture du néolithique? Alors la fracture du néolithique, elle vient d'une échappée toute simple, qui est le passage de quelque chose de contrôlable à quelque chose qui ne l'est pas dans le cadre des communautés locales. Le communisme de demain sera une communauté universelle mondiale qui détruira le cosmopolitisme de la marchandise. Il y aura une fédération des communes universelles qui administrera la réalité mondiale, à travers, en plus avec les réseaux informatiques, c'est-à-dire qu'on saura où sont les bananes, le vin, il y aura, la marchandise sera abolie, et en fonction des besoins humains, il y aura cette communauté humaine universelle. Mais lorsque nous disons que le communisme, la conscience, l'émancipation, c'est l'universel, il n'y a pas d'universel au paléolithique. Les communautés paléolithiques sont des communautés communistes locales, étriquées, séparées. Vous voyez le premier western basique que vous voyez les Arapaho qui codent sur les Apaches, les Sioux qui codent sur les Cheyennes. Les Sioux sont communistes, les Pawnees sont communistes, mais dans un tribalisme étroit. À partir du moment où la révolution néolithique a lieu, et qu'il se produit une échappée, parce que quand vous avez besoin d'un bison, vous tuez un bison. Vous n'en tuez pas 4. Sauf si vous vous appelez Buffalo Bill. Mais le passage aux céréaliers introduit, dit Hegel, et reprendra Marx, une échappée. Parce que vos semailles, elles vont d'emblée produire, compte tenu de la réalité de ce qui sera récolté et du groupe, un excédent. Ces excédents, ils vont les stocker. Mais s'ils les stockent, c'est pas pour qu'ils pourrissent. Donc il va y avoir, à partir de là, une échappée anticommunautaire. Ils vont commencer à troquer de groupe à groupe. Et parce que la base de l'échange, dans sa forme initiale archaïque, c'est le troc. Il y a eu une troc, puis petit à petit, il y a eu l'échange. Et ce que nous montre Marx, c'est que le troc et l'échange ont toujours lieu de communauté à communauté. Mais à un degré de développement, ça va faire un ricochet à l'intérieur de la communauté elle-même. Et là, la communauté va se diviser. Alors que tout le monde faisait tout, il va y avoir un développement de l'artisanat, il va y avoir un développement de la poterie. Les gens vont se cristalliser dans des positions sociales particulières où chacun va devenir de plus en plus enfermé dans une fonction. Alors qu'au début, tout le monde assumait toutes les fonctions. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait que la valeur d'échange se développe, se développe, se développe. Puis alors on arrive à Rome, à Carthage, et puis on arrive, puis on arrive à Wall Street. Et donc, ce qui fait que la communauté universelle de demain ne pourra pas repartir dans ce biaisé qui fait qu'il y a eu troc et échange, c'est qu'elle sera universelle. Si vous voulez, la communauté de Guadeloupe qui a des bananes communiquera d'une manière élémentairement simple avec une communauté de Bourgogne qui fait du Bourgogne, et il y aura, à partir de là, vous avez besoin de combien, on fait comment, etc. Mais il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de troc, ce sera une ventilation à l'échelle mondiale de tous nos besoins répartis. Ça veut dire qu'il faudra, là c'est un peu comme ce que vous avez écrit, un minimum de bonne volonté. Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y aura de la spécialisation? Mais non, il n'y a pas de spécialisation. Alors là encore, faut lire. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne dans les années 37 quand il y a eu les communautés détruites par la gauche du capital, etc. Comment fonctionnait une communauté?
Pourquoi chacun à son tour faisait les poubelles, pourquoi chacun à son tour tuait la vache, pourquoi chacun à son tour faisait les sommeils. C'est-à-dire que, si vous voulez, la rotation des tâches dans un cadre communautaire, elle est joie. Elle n'est pas joie parce qu'on décrète qu'elle est joie. Il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qui nous assure qu'il n'y aura pas des volontés de pouvoir? Vous savez, la rengaine, toujours, il y a un mec qui voudra du pouvoir. Enfin, je vais vous prendre un exemple très simple que je reprends souvent, mais qui est cardinal. En 100 après Jésus-Christ, vous avez une révolte importante en Germanie des Chérusques. Et les Chérusques vont déléguer Arminius, qui est un ancien guerrier chérusque qui a été élevé à Rome et qui a donc des capacités techniques et des capacités militaires. Parce qu'il a été à Rome, il connaît, et c'est d'ailleurs lui qui va organiser l'expédition qui va détruire les légions de Varus. Arminius va prendre la grosse tête, puisqu'il a réussi à écraser les légions de Varus. Et il va vouloir devenir chef. Il va vouloir devenir chef. Les délégués chérusques vont le tuer. Parce que quand il n'y a pas un espace de névrose, même si vous êtes ultra névrosé et que vous voulez être chef, si les autres, dans un espace antinévrotique, vous les emmerdez longtemps, ils vous liquident. Par contre, exemple important, à un degré de développement de la Germanie postérieure, Clovis. On est en 500. On a donc 400 ans plus tard l'érosion, la déliquescence de la communauté germanique qui s'est déjà romanisée. Il y a des fonctions, il y a des spécialisations. L'argent commence à apparaître. Au terme d'un pillage, vous connaissez tous l'histoire du vase de Soissons. Clovis va, à travers une mythologie chéfiste, considérer que, alors que le tribut chez les Germains est toujours communiste, décider de s'approprier le vase. Et au terme de plusieurs affrontements, il va fracasser la tête du guerrier qui a, lui, brisé le gaz. Que font les Francs? Ils ne bougent pas. Donc, entre les Chérusques qui ont flingué Arminius et les Francs qui laissent Clovis, il y a 400 ans de décomposition sociale dans le cadre d'une valeur d'échange qui a brisé la communauté, qui l'a érodée, qui l'a dénaturée. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des chefferies. C'est pas qu'il y a des gens qui ont dans la tête une volonté de chefferie pathologique. De toute façon, la volonté de chefferie est une volonté d'impuissance érotique. La volonté de puissance est inversement proportionnelle à la satisfaction érotique de ma conscience charnelle incarnée. Plus je suis équilibré dans mon éros, dans ma conscience, dans mon histoire, plus je me branle des hiérarchies. Plus je suis pathologiste. J'ai besoin de compenser. Je veux être chef, je veux être chef. Donc, Arminius avait été à Rome. Arminius avait été à Rome. Il avait été contaminé par la névrose cheffriste de l'armée romaine. Quand il est revenu dans sa tribu, il n'était plus le chérusque du temps chérusque où il revenait. Il y avait déjà un décalage mental et social en fonction des névroses et des pathologies. Il chefisait, il voulait être chef. Mais eux, ils avaient 400 ans de décalage et ils l'ont flingué. Par contre, à l'époque de Clovis, ça passait. Donc il faut toujours comprendre que, contrairement à une biologie rudimentaire de justification des servitudes, qui voudrait que ce soit nous, dans notre tête, qui ayons des soifs de pouvoir, la soif de pouvoir n'existe pas. Ce qui existe, c'est des espaces sociaux aliénatoires qui rendent possible la soif de pouvoir. Simplement, par rapport à la lutte des classes qui revient, vous avez mentionné tout à l'heure que le capital, donc sa crise était à bout de souffle et que la guerre, pour l'instant, n'était pas possible parce que l'Amérique avait vassalisé l'Europe. Est-ce que des éléments, je ne sais pas, comme la renaissance des populismes, le Brexit, etc., montrent que quelque part, le capital est en train d'essayer de faire un pas en arrière pour l'uniformisation de la domination américaine, pour éventuellement créer des blocs étatiques indépendants qui, eux, seraient susceptibles de se faire la guerre pour dépasser la crise? Alors, si vous voulez, le mondialisme de la marchandise n'est pas homogène. Toutes les classes capitalistes qui sont au sommet d'un État sont des gangs marchands. La Russie, les États-Unis, tous les États. Être chef d'État, c'est être chef de gang d'une mafia étatique qui est prêt à tout pour reproduire la reproduction des privilèges de son statut. Mais c'est pas homogène. Obama était pour un mondialisme unipolaire. Trump est pour un mondialisme multipolaire. Poutine est pour un mondialisme déconcentré.
Ils sont tous les vassaux de l'ordre de la marchandise mondiale, mais en fonction du degré de développement de la crise et de la réalité économique et historique de leur espace social, il y a des hétérogénéités. Le gang du capitalisme mondial est pluriel. Mais même si ce gang est pluriel, c'est le gang du capitalisme mondial qui est l'ennemi radical du prolétariat qui veut s'émanciper. Mais la décision de la guerre, c'est ça. Mais à un moment donné, il y a eu des décisions qui ont amené à la guerre. Les décisions, alors là encore, vous avez l'attentat de Sarajevo. C'est pas l'attentat de Sarajevo qui a enclenché la guerre de 14. Il y a des services à un moment donné. Ça, c'est des prétextes. Voilà, c'est des prétextes. Vraiment d'une décision. Mais alors, d'abord, la décision, faut pas vous imaginer qu'elle est prise par un état-major. Ce que nous ont appris Debord dans les commentaires sur la société du spectacle, Marx sur les luttes de classe en France, etc., c'est que alors, il y a tout le délire narcissique des cercles mondains de la marchandise putride. Bilderberg, le Foreign Affaires, tous ces... Là, vous avez plein de narcisses qui s'imaginent avoir le pouvoir. Et ces narcisses qui s'imaginent avoir le pouvoir n'ont que le pouvoir de la marchandise leur concède. C'est pas eux les agents décisionnels. Alors, dans leur fantasme narcissique, ils ont la grosse tête, et la grosse tête, ils s'imaginent être le centre du monde décisionnel. Et ils décident de rien. Ce qui décide, c'est l'agencement des articulations stratégiques du développement de la crise du capital. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, maintenant, le mondialisme est suffisamment intégré pour qu'il n'y ait plus de possibilité qu'un petit narcisse, un chef de gang... Le mondialisme n'existe pas parce qu'il y a des hommes politiques mondialistes qui ont fini par imposer leur credo. Non. Le mondialisme existe parce que la marchandise est par essence mondialiste. En 1857, Marx, dans les Grundrisse, explique le mondialisme de la marchandise en expliquant tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens qui n'ont aucune connaissance des profondeurs historiques du truc s'imaginent qu'il y a des laboratoires complotistes qui ont construit cet imaginaire messianique de la marchandise. Alors, il y a des laboratoires complotistes, mais ce n'est pas eux qui décident du mondialisme de la marchandise. Ils sont les agents organisateurs, codificateurs. C'est leur narcissisme qui leur fait croire qu'ils en sont les sources. Ils n'en sont pas la source, ils en sont les larbins. Oui. Quel est du point de vue de la radicalité la révolution technologique? Alors la révolution technologique, très très bonne question. Les gens disent, la révolution technologique. Mais Marx, il n'a pas pu prévoir ça. Alors, vous avez un 6e chapitre du Capital qui s'appelle « Le mode de production spécifiquement capitaliste » où il explique toute la technologie cybernétique du capital qui va mettre en marche des réseaux, des virtualités. Mais parce que quand en 1844, le prolétariat se manifeste dans toute la complexité du surgissement révolutionnaire et que Marx analyse l'intégralité des méandres qui produisent ça, comme il a une analyse de radicalité profonde, il voit le tout du truc. Mais si aujourd'hui vous voyez le premier troc néolithique et que vous creusez méthodologiquement à travers ce que je vous ai dit sur le Logos, dans le premier troc néolithique, il y a Wall Street. Alors il est évident, dans le premier troc néolithique, il n'y a pas la structuration architecturale de Wall Street aujourd'hui, mais le contenu logique de la détermination historique, il est dans le premier. En soi. Et à partir du moment où on comprend le cheminement logique de la détermination, même si on écrit en 1850, on n'est pas un crétin de l'économie politique de la surface, on est un homme des radicalités profondes qui va embrasser le concept des profondeurs souterraines. Donc, quand il analyse les crises de 57, il prévoit la guerre de 14, il prévoit 68, il prévoit les gilets jaunes. Alors, il ne les prévoit pas dans une sémantique adéquate à la manière dont ils sont apparus. Mais il montre les grandes tendances de la nécessité historique, parce que c'est là où il faut en arriver. Il y a une nécessité historique. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe au moment où il doit se passer, dans les configurations où cela doit se passer. 1815, Waterloo, si vous reprenez l'intégralité des méandres de l'épuisement de l'ordre napoléonien à travers toutes les guerres successives, la bataille de 1815, c'est pas simplement Grouchy, c'est pas simplement le sol qui est mouillé, les obus qui peuvent pas... Il y a
on arrive à la fin d'un cycle. Donc il faut comprendre que historiquement, on arrive dans des rapports à un moment donné qui ne peuvent plus fonctionner. Et on y arrive, mais tout ça est contenu dans le premier troc. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup lire. Parce que si vous voulez, moi je vois plein de gens qui parlent du mondialisme, du messianisme, au niveau des codifications intellectuelles, des substrats mentaux narcissiques, des gens qui ont fantasmé le truc théoriquement. Mais je prends un exemple tout bête, la franc-maçonnerie. Il ne peut pas y avoir de franc-maçon à l'époque de Clovis. Pour qu'il y ait une franc-maçonnerie, il faut qu'il y ait le développement de la marchandise, qui produit une paranoïa qui s'appelle les Lumières de la marchandise, qui va produire une secte capitaliste, qui va dans des loges fantasmer le suprématisme de la marchandise. Donc, les gens qui vous expliquent la révolution par la franc-maçonnerie n'ont rien compris. La franc-maçonnerie, dans la révolution, a un rôle actif, parce que c'est le développement de la marchandise qui rend nécessaire la révolution, et donc le surgissement des maçons. Mais c'est le rapport social qui détermine tout. Si je ne comprends pas que chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est le rapport social de la nécessité qui produit ça, qui produit tout, alors je divague à l'infini. Hein. Je peux divaguer à l'infini, mais au bout, il n'y a rien. Quelle est votre compréhension de la transformation de la dialectique des classes sociales par Marx en la dialectique du marxisme culturel, en tout un tas de classes culturelles, hommes, femmes... Marx disait le marxisme est une imposture. Marx disait que le marxisme était une imposture de la contre-révolution pour effectivement étouffer sa radicalité. Donc le marxisme culturel, c'est de la merde. Le marxisme-léninisme, c'est de la merde. L'école française de Foucault, c'est de la merde. Tout est de la merde. Pourquoi tout est de la merde? Parce qu'on ne définit pas une classe par des perceptions culturelles. On les définit par les rapports de production. Livre 3 du Capital, premier chapitre. On ne définit pas, comme le croit le crétinisme universitaire, une classe par son niveau de revenu. Sur ça, il y a 500 classes. On définit une classe par une objectivité matérielle qui est sa place dans le rapport de production et qui, à partir de cette place, lui permet de jouer un rôle majeur dans le développement du devenir de l'histoire. Ma question est plus pourquoi ça a été promis, c'est ça? Parce que c'est adéquat au gauchisme de la marchandise. Comment fait-on pour tuer le message christique du Christ? On produit une gigantesque gangrène vétérotestamentaire qui s'appelle le calvinisme de la bourse. Calvin fait l'apologie de la bourse et de la pourriture marchande au nom du Christ. Quel rapport entre Calvin, la bourse, et le Christ incendiaire qui dit « ah ben la marchandise ». Donc toute l'histoire fonctionne dans le développement de la marchandise aliénatoire par des défigurations. Et pourquoi le bolchevisme va se réclamer de Marx? Parce qu'à l'époque où le bolchevisme surgit, il y a plein de groupes radicaux qui se réclament de Marx et qui contestent le bolchevisme comme quelque chose de réactionnaire. Donc comment couper l'herbe sous le pied à ceux qui sont radicaux en les faisant passer pour le contraire? Donc si vous voulez, le marxisme social-démocrate et bolchevique et l'anti-Marx, c'est le contraire absolu de Marx, comme Calvin, c'est l'absolu antichrist. Donc il ne faut pas être prisonnier des mots, sans ça on sombre dans un nominalisme qui ne va nulle part. Ce qui compte, c'est pas ce que les gens disent, c'est ce qu'ils disent par rapport au faire, et c'est ce qu'ils font par rapport au dire, dans une véritable radicalité. Tout le message de Marx dans la Première Internationale, c'est l'auto-émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires eux-mêmes. Le message léniniste, c'est les prolétaires sont des gros cons, s'il n'y a pas un parti qui les dirige, on n'avancera pas. Rupture absolue. Et ensuite, Marx dit, abolition de l'État, abolition de l'argent, même si on nationalise le capital, ça reste du capital. Toute la Russie stalinienne et léniniste était capitaliste. D'ailleurs, les banques américaines y venaient régulièrement. Donc ça faisait partie du marché mondial. Le bolchevisme, le capitalisme d'État, c'est l'antithèse du projet de Marx et des groupes radicaux de la Première Internationale. J'ai une question. Pour revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, je voulais savoir dans quelle classe, est-ce que c'est la classe prolétarienne ou la classe capitaliste, on peut mettre la police et l'armée dans la classe capitaliste? Alors, la police n'est pas une classe. C'est les couches moyennes intermédiaires de la répression utilisée par la classe capitaliste. La police, elle est payée comment? Elle est payée par la plus-value ouvrière exploitée. Et un flic ne produit pas de valeur. Les prolétaires bossent,
on confisque leur plus-value dans la médiation directe de l'entreprise ou dans la médiation indirecte du fisc, et l'État, à partir de cette manne fiscale, rétribue les flics, les enseignants, tout le corps de répression. Mais c'est pas des classes, c'est des couches. C'est des couches. La classe, c'est le prolétariat. Le marin-pêcheur est un prolétaire. Et alors, justement, ce qu'a montré Marx, c'est que le passage à la domination réelle enclenche un territoire de prolétarisation incroyable. Si vous lisez, par exemple, les luttes de classe en France, Marx parle de la paysannerie française. La paysannerie française, en domination formelle, petite paysannerie, grande paysannerie. La paysannerie, c'est plus de 70% de la population. Il y a plein de couches. Et c'est une classe de la domination formelle. Mais qu'est-ce qui se passe en domination réelle? Le capitalisme industriel asservit et absorbe la paysannerie. Le grand projet du capital, nous dit Marx, c'est de créer une agriculture sans paysans. Une grande agriculture industrielle pourrie qui nous tue. C'est ce qu'il est en train de réaliser. Il n'y a plus aujourd'hui que 500 000 paysans. Mais sur ces 500 000 paysans, il y en a la moitié qui sont à 450 € par mois. C'est prolétarisation. Alors vous aviez des couillons de gauchistes qui disaient « Ah, les petits entrepreneurs, les paysans, c'est pas des prolétaires. » Mais un gauchiste n'a pas lu Marx. Un gauchiste ne sait même pas ce que c'est que la domination réelle. Si un jour vous rencontrez un gauchiste, dépêchez-vous, il n'y en aura plus beaucoup. Vous lui dites « C'est quoi Marx? Qu'est-ce que dit Marx de la domination réelle ?» Ils ne savent pas. Écoutez le discours des gauchistes qui vous parlent tout le temps « la bourgeoisie, la bourgeoisie ». Mais Marx a expliqué en 1857 qu'il n'y en a plus. Depuis 14, il n'y a plus de bourgeois, il y a une classe capitaliste. Mais ce sont des gens qui sont ignares et qui fonctionnent justement avec des slogans qui font que la gauche de la marchandise, c'est le supplétif numéro 1 de l'ordre capitaliste. Oui. Allez-y. Alain Soral explique dans une de ses vidéos que les gilets jaunes ne parviendront à rien tant que la police ne fraternisera pas avec eux. Ouais. Et pour cela, il fait une analogie avec les deux révolutions russes, celle de 1905 qui a échoué parce que justement la police a tiré sur les émeutiers, alors que celle de 1917, elle, a réussi parce que la police a fraternisé les bolchevistes. Qu'est-ce que vous pensez de alors, ça? La police n'a pas fraternisé, des groupes de policiers ont fraternisé, et la révolution de 1905 a échoué, non pas pour cette raison-là, mais parce que les conditions objectives de la crise de 1905, après la défaite russe, dans le cadre de l'affrontement militaire avec le Japon, c'était pas une crise de structure du capitalisme, c'était une crise de déstabilisation suite à une défaite militaire, et Rosa Luxembourg explique très bien que la crise de 1905, ça n'est qu'une répétition générale avant autre chose, parce qu'elle ne peut pas aboutir, indépendamment de la fraternisation ou pas, parce que les conditions objectives ne sont pas réalisées. Alors effectivement, 17... des groupes de policiers ont fraternisé, mais c'est surtout l'armée entière qui a fraternisé, beaucoup plus que la police, parce que les forces de répression, à l'époque, étaient structurées autour de cette problématique-là. Mais on était encore dans une période qui allait conduire à la bolchevisation et au capitalisme d'État. Moi, je me suis affronté à plusieurs reprises avec des policiers avec qui j'ai parlé. Ils veulent bien plus ou moins fraterniser si on leur parle du peuple, d'une réorganisation sociale, mais si vous lui parlez du prolétariat et de l'abolition de l'argent, ils veulent beaucoup moins fraterniser, parce que pourquoi veulent-ils fraterniser? Ils veulent fraterniser pour rester policiers. Donc si vous voulez que individuellement des policiers nous rejoignent dans la grande conflagration qui va jaillir, oui, mais vous imaginez que des unités de CRS entières vont venir nous retrouver? Non. On peut s'arrêter là. Bah écoutez, moi je vous remercie énormément. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et puis alors je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et à la prochaine crise, vous verrez, il y aura quelque chose de merveilleux, ça va être voluptueusement bougeant.